Alors, ce cours sera donc notre dernier cours, hein. C'est le cours numéro 5 de ce second semestre qui est consacré aux parts sociales et aux actions. On va donc, c'est l'intitulé du cours, les parts sociales et les actions. On va donc examiner ensemble le régime juridique des parts sociales et des actions. Il y aura quelques rappels et puis pas mal de choses nouvelles, évidemment, puisque c'est l'objet du cours. Alors, on aura, comme d'habitude, deux paragraphes successifs. Le premier, le grand 1, s'intitule « Le statut juridique des parts sociales et des actions ». Donc, grand 1, le statut juridique des parts sociales et des actions, et nous verrons ensuite, grand 2, la cession des parts sociales et des actions. Donc, grand 1, le statut juridique des parts sociales et des actions. Alors, part sociale, action, on va tout de suite faire la distinction parce que les parts sociales et les actions, la notion de part sociale et la notion d'action recoupent la même réalité. Ce sont des titres de capital, des subdivisions du capital social. Leurs titulaires ont globalement, on va le voir, les mêmes prérogatives, mais il y a quelques différences entre une part sociale et une action. Ces différences, elles sont les suivantes. Tout d'abord, les parts sociales ne peuvent pas être cédées librement à des non-associés. Donc, les sociétés dont le capital est composé de parts sociales connaissent, de par la loi, une restriction à la cession de ces parts sociales lorsque cette cession a lieu au profit de personnes qui ne sont pas associées. Ça vaut pour les sociétés civiles, ça vaut pour les SNC, ça vaut pour les SARL. Toutes les sociétés, qu'elles soient commerciales ou non, dont le capital est composé de parts sociales, sont soumises à cette restriction légale qui fait que lorsque on envisage de céder des parts sociales à un tiers, c'est-à-dire à une personne qui n'est pas associée, il faut préalablement respecter une procédure qui s'appelle la procédure d'agrément. Donc, lorsqu'on envisage de céder les parts sociales à un tiers, lorsqu'un associé d'une société dont le capital est composé de parts sociales envisage de céder ses parts sociales à un tiers, eh bien, il faut préalablement respecter une procédure d'agrément. Ça veut dire qu'il faut obtenir l'autorisation des autres associés pour pouvoir céder les parts sociales concernées. Donc, respect préalable d'une procédure d'agrément, ce qui veut dire qu'il faut obtenir l'autorisation préalable des autres associés pour pouvoir céder les parts sociales. Donc, ceci vaut, encore une fois, pour une cession à une personne qui n'est pas encore associée, au profit d'une personne qui n'est pas encore associée. Donc ça vaut pour les SARL, les sociétés en non collectif, aussi dans une certaine mesure pour les sociétés en commandite simple. En revanche, les actions peuvent être cédées librement. Le principe, c'est que les actions peuvent être cédées librement. C'est-à-dire la loi ne prévoit pas de restriction à la libre cessibilité des actions, ne prévoit pas automatiquement de plein droit de restriction à la libre cessibilité, à la libre vente des actions, y compris lorsque cette vente a lieu au profit de personnes qui ne sont pas encore associées de la société. Donc, s'agissant des actions, le principe, c'est la liberté de vendre, la libre cessibilité de ces actions, y compris lorsque ces actions sont cédées à des personnes qui ne sont pas actionnaires de la société. Alors, évidemment, ça, c'est le principe, c'est-à-dire que il est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs assez fréquent, et on le verra tout à l'heure, il est tout à fait possible
que les statuts, voire un contrat distinct, qu'on appelle un pacte d'actionnaires, prévoit des restrictions à la cession des actions. Mais ça résulte d'un contrat, donc soit le contrat de société, les statuts, soit un autre contrat qui s'appelle un pacte d'actionnaires, qui peut éventuellement être conclu par les actionnaires, justement, en marge des statuts. Mais la loi elle-même ne prévoit pas de restriction automatique de cession des actions lorsque ces actions sont cédées à des tiers. Donc ça, c'est la première distinction importante. Restriction de principe pour les ventes de parts sociales à des tiers, à des non-associés, alors que les actions ne connaissent pas cette restriction et peuvent en principe être cédées librement. Deuxième différence importante, les parts sociales ne peuvent jamais être cotées en bourse. Les parts sociales ne peuvent jamais être cotées en bourse, alors que les actions, en principe, peuvent être cotées en bourse. Donc, les parts sociales ne peuvent jamais être cotées en bourse. Les parts sociales ne peuvent jamais être cotées en bourse, alors que les actions, elles, en principe, peuvent être cotées en bourse. Je dis en principe parce que une société, la société par action simplifiée, la SAS, qui est de loin la société que l'on constitue le plus couramment maintenant dans la vie des affaires, la société par action simplifiée a un capital qui est composé d'actions, mais la loi prévoit expressément que ces actions ne peuvent pas être cotées en bourse. Mais mis à part les actions d'une société par action simplifiée, qui est donc une exception, les autres actions, c'est-à-dire des actions d'une société anonyme ou les actions d'une société en commandite par action, elles peuvent être cotées en bourse. Et d'ailleurs, les actions qui sont cotées en bourse sont des actions essentiellement de sociétés anonymes, parfois de sociétés en commandite par action. Donc, les actions peuvent, en principe, sauf les actions d'une SAS, être cotées en bourse. Donc, toutes les actions, tous les titres cotés en bourse sont des actions. Alors, il peut y avoir aussi des obligations, mais ce ne sont pas des titres de capital, là on passe sur autre chose. Mais les actions peuvent être cotées en bourse, donc lorsqu'elles sont émises par une société anonyme ou une société en commandite par action. Voilà quelles sont les deux principales différences entre les parts sociales et les actions. Pour le reste, elles ont des prérogatives qui sont identiques et elles sont tout à fait assimilables. Alors, on va voir qu'il y a une petite différence aussi, on le verra tout à l'heure, lorsqu'on veut céder les titres, parce que la cession de parts sociales et la cession d'actions ne se réalisent pas de manière tout à fait identique et puis ont un coût fiscal qui est, on le verra, assez différent en termes de droit d'enregistrement. On commence, si vous voulez bien, par le grand A. C'était un petit propos introductif au début de ce premier paragraphe, le statut juridique des parts sociales et des actions. On commence donc par le grand A, l'émission, avec un L apostrophe, l'émission des parts sociales et des actions. Donc, l'émission des parts sociales et des actions. Alors, les parts sociales sont émises ou créées, et les actions, d'abord lors de la constitution de la société. Donc, elles sont émises ou créées d'abord lors de la constitution de la société, puisque vous savez, je vous renvoie là au cours numéro 1 relatif au contrat de société, vous savez que lors de la constitution de la société, les fondateurs, les futurs associés ou actionnaires font des apports et qu'en contrepartie de ces apports, en rémunération de ces apports, on leur attribue des parts sociales ou des actions selon le type de société choisi. Donc les parts sociales et les actions sont d'abord créées lors de la constitution de la société, puisque lors de la constitution de la société, les associés fondateurs, les futurs associés, font des apports en numéraire, des apports en nature, tout le moins des apports en industrie, comme on l'a vu, et en contrepartie ou en rémunération de ces apports, on leur attribue
des parts sociales ou des actions. Naturellement, le nombre de parts sociales ou d'actions qui est attribué à chacun est proportionnel au montant de l'apport qui est effectué par chacun des associés. Donc, le nombre de parts sociales ou d'actions attribuées à chaque apporteur est fonction et proportionnelle à la valeur de l'apport qui est effectué par cet actionnaire ou ce futur actionnaire ou futur associé. Alors, vous allez me dire combien d'actions on lui attribue et quelle est la valeur de ces actions. Mais en réalité, dans ce domaine, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que lors de la constitution de la société, on va déterminer la valeur de chaque action, de chaque part sociale. Et on a une liberté presque totale pour déterminer cette valeur. Je vais vous prendre un exemple assez simple pour que vous puissiez comprendre. On décide que le capital de la société sera de 10 000 euros. Et on veut déterminer le nombre de parts et la valeur de chaque part. Bien, pour ça, on a une liberté totale, c'est-à-dire qu'on peut par exemple décider que le capital sera composé de 10 000 actions de 1 euro chacune. On peut aussi décider que le capital sera divisé en 100 000 actions de 10 centimes chacune, ou bien en 1000 actions de 10 euros chacune, etc., etc. On peut même très bien décider qu'il n'y aura que 10 actions de 1000 euros chacune, ou 5 actions de 2000 euros chacune. On fixe au départ une valeur de l'action qui est une valeur librement fixée. Il n'y a pas de contrainte particulière. Alors, pourquoi est-ce que souvent on retient une valeur qui est une valeur plus faible? Parce que ça permet de faciliter, postérieurement à la Constitution, ça permet de faciliter les cessions de parts. Plus il y a de parts ou d'actions, plus on peut les vendre facilement, puisque leur valeur est plus faible. Donc très souvent, si on fixe un capital à 10 000 euros, on va décider qu'il est composé de 10 000 actions de 1 euro de valeur chacune, ou alors, peut-être plus rarement, de 1000 actions de 10 euros chacune. Mais on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de... Ou alors 5000 actions de 2 euros chacune, enfin bref. La liberté est de ce point de vue très importante. Alors, la valeur qui est fixée de la part sociale ou de l'action, la valeur qui est fixée lors de la Constitution s'appelle la valeur nominale. Donc la valeur de la part sociale ou de l'action qui est fixée lors de la Constitution pour déterminer le montant du capital s'appelle la valeur nominale. Donc ça, c'est le premier moment à l'occasion duquel les parts sociales ou les actions peuvent être créées, c'est lors de la constitution de la société, lorsqu'on immatricule la société dans le cadre d'une procédure que vous connaissez maintenant par cœur, puisque je vous l'ai décrite dans le premier paragraphe du cours numéro 2 auquel je vous renvoie. Mais on peut également créer de nouvelles parts sociales ou de nouvelles actions en cours de vie sociale. On peut créer de nouvelles actions ou de nouvelles parts sociales en cours de vie sociale à l'occasion de la réalisation d'une opération qu'on appelle augmentation de capital. Donc, on peut également réaliser une création d'actions nouvelles ou de parts sociales nouvelles, une émission d'actions ou de parts sociales nouvelles, selon le type de société, en cours de vie sociale, c'est-à-dire postérieurement à la Constitution, alors que la société a déjà commencé à fonctionner. Donc, lorsqu'on crée
de nouvelles parts sociales ou de nouvelles actions postérieurement à la constitution, on réalise une opération qu'on appelle une augmentation de capital. Évidemment, de la même façon que lors de la constitution, on ne peut faire une augmentation de capital et donc on ne peut émettre de nouvelles parts sociales ou d'actions que si il y a réalisation d'apports nouveaux, soit de la part des associés existants, soit de la part de nouveaux associés, enfin de nouveaux apporteurs qui vont devenir associés de la société, qui ne sont pas encore associés, mais qui vont, à cette occasion, devenir associés de la société. Donc, en cours de vie sociale, possibilité de créer de nouvelles parts sociales, de nouvelles actions, à l'occasion d'une opération qu'on appelle l'augmentation de capital. Les nouvelles actions ou les nouvelles parts sociales sont souscrites par les actionnaires associés actuels ou de nouveaux, ou un mix des deux. Hein. Ça peut être en partie des anciens et en partie des nouveaux. Mais il faut que les personnes, quelles qu'elles soient, anciens ou nouveaux, qui souscrivent, fassent des apports, puisqu'il ne peut y avoir de modification du capital à la hausse que si on fait des apports exactement de la même manière qu'à la Constitution. Et donc, apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie. Donc, ces apports doivent être réalisés pour que les nouvelles actions, les parts sociales soient émises. Alors, à quelle valeur est-ce qu'on va émettre ces parts sociales ou ces actions? Là, il faut raisonner en tenant compte du fait que la société a commencé à fonctionner, et on va prendre l'hypothèse la plus favorable, c'est l'hypothèse dans laquelle la société a fait des bénéfices. Supposons qu'un an après la Constitution, donc on a un capital de départ de 10 000 euros, on va considérer que ce capital est composé de 10 000 actions d'1 euro de nominal chacune, et un an après, la société a fait 20 000 euros de bénéfices au terme de son premier exercice. Et ces 20 000 euros de bénéfices, ils sont mis en réserve. On décide d'adopter une attitude prudente, de ne pas distribuer de dividendes et donc de mettre ces bénéfices en réserve. Et on décide d'augmenter le capital. À quel prix vont être émises les nouvelles parts sociales, les nouvelles actions, dans mon exemple, à l'occasion de cette augmentation de capital? On va raisonner exactement comme si on vendait des actions, puisque le principe va être le même, hein, le principe de valorisation est un peu le même, c'est-à-dire que si un associé décide au bout d'un an de vendre des actions, il va donc vendre une action dont le montant nominal sera de 1 euro, mais puisqu'entre-temps la société aura fait des bénéfices, il faudra prendre en compte la valeur de ces bénéfices qui ont été mis en réserve. Si on distribue des dividendes, évidemment, on n'a pas à en tenir compte puisque l'argent sort de la société, mais dans la mesure où la société a fait des bénéfices et où ces bénéfices ont été mis en réserve, ça va avoir pour conséquence d'augmenter mécaniquement la valeur de l'action. Donc, si un associé décide de vendre un an après, alors même que la société a fait 20 000 euros de bénéfices, on va rapporter ces 20 000 euros au nombre d'actions composant le capital. Donc, 20 000 divisé par 10 000, ça fait 2 euros par action. Et on va ajouter ces 2 euros par action au montant nominal de l'action lors de la constitution. Donc, le montant nominal de l'action, c'est 1 euro, puisque on est parti de l'hypothèse qu'on a créé 10 000 parts ou 10 000 actions de 1 euro chacune. 1 euro auquel on ajoute 2 euros, puisque c'est le montant des réserves, des bénéfices mis en réserve rapportés au nombre d'actions existantes. Ce qui fait que l'action, au bout d'un an, dans cet exemple, elle ne vaudra plus 1 euro, c'est-à-dire son montant nominal, mais 3 euros, qui sera sa valeur réelle ou sa valeur vénale. Donc, si un actionnaire décide au bout d'un an, dans mon exemple, de vendre son action, eh bien, il pourra vendre son action, non pas 1 euro, mais 3 euros, encore une fois, dans l'hypothèse où la société a fait 20 000
euros de bénéfices. On ajoute les 20 000 euros de bénéfices au montant du capital, ça donne des fonds propres, des capitaux propres de 30 000 euros. Hein, et 30 000 euros divisé par le nombre d'actions, c'est-à-dire 10 000, ça fait 3 euros. On retrouve par une autre formule le même calcul que celui que je viens de faire précédemment. Donc, si un associé vend au bout d'un an, dans mon exemple, il empoche 3 euros, donc il fait une plus-value de 2 euros par rapport à sa mise initiale d'1 euro. Eh bien, si un associé souscrit des actions nouvelles à l'occasion d'une augmentation de capital, on va appliquer exactement le même raisonnement. C'est-à-dire qu'un associé qui rentre un an après, alors même que la société a fait 20 000 euros de bénéfices et qu'elle les a mis en réserve, il va souscrire de nouvelles parts sociales qui ne vaudront plus 1 euro comme lors de la constitution, mais qui vaudront 3 euros, c'est-à-dire 1 euro de nominal plus 2 euros de ce qu'on va appeler, alors non pas une plus-value lorsqu'on est en augmentation de capital, mais une prime d'émission. C'est-à-dire que puisque la valeur de l'action a augmenté, on va demander au nouvel associé qui rentre de la payer le même prix que celui qu'aurait perçu un associé qui aurait vendu son action à ce moment-là. Et la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle de souscription, 3 euros moins 1, c'est-à-dire 2 euros, 2 euros, c'est ce qu'on va appeler une prime d'émission. Donc, c'est de l'argent qui va aller sur le compte de la société dans un compte de prime d'émission qui se situe dans le bilan au passif juste en dessous du compte capital. Et donc, évidemment, un associé qui rentre dans le capital à ce moment-là, s'il paye ses parts 3 euros au lieu de les payer 1 euro, il aura moins d'actions que s'il avait évidemment à somme constante. S'il envisage toujours d'investir la même somme, il aura beaucoup moins d'actions que s'il avait investi lors de la souscription. Mais c'est normal, puisqu'entre-temps, la société a fait des bénéfices, il faut bien en tenir compte dans la valeur, dans la détermination de la valeur des parts, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour souscrire de nouvelles actions. Voilà, donc possibilité de créer des parts sociales ou des actions lors de la constitution de la société, possibilité de créer des parts sociales ou des actions postérieurement au cours de vie sociale à l'occasion d'une opération qu'on appelle l'augmentation de capital. Alors évidemment, si la société a fait des pertes, là pour le coup, évidemment, il n'y a pas de prime d'émission. On va retenir le nominal, voire éventuellement une valeur qui sera une valeur un peu inférieure. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'émission, la création des parts sociales ou des actions. C'était notre grand A. On va passer maintenant au grand B. Le grand B qui s'intitule « Les droits conférés par les parts sociales et les actions ». On va voir quelles sont les prérogatives d'un actionnaire ou d'un porteur de parts dès lors qu'il est actionnaire ou associé de la société. Alors, on dit actionnaire lorsque la société a un capital composé d'actions et on dit associé lorsque la société a un capital composé de parts sociales. Donc, grand B, les droits conférés par les parts sociales et les actions. Alors, lorsqu'on est associé ou actionnaire, on dispose de 3 grandes séries de prérogatives. Lorsqu'on est associé ou actionnaire, on dispose de 3 grandes catégories de prérogatives. La première prérogative, c'est le droit à percevoir une quote-part des bénéfices. Première prérogative, le droit à percevoir une quote-part des bénéfices. C'est la raison pour laquelle on participe à l'aventure sociétaire, c'est la raison pour laquelle on prend le risque, car c'est un risque de souscrire des parts ou des actions du capital d'une société, c'est pour pouvoir percevoir
une partie des bénéfices, une partie au moins, la totalité dans l'idéal, mais une partie au moins des bénéfices qui sont réalisés par la société. Donc, le but d'un associé, la société est d'ailleurs constituée dans le but de réaliser des bénéfices, même si maintenant la loi permet qu'elle soit réalisée aussi dans le but de réaliser des économies, mais c'est bien dans le secret espoir de réaliser des bénéfices que la société est créée et donc qu'un associé souscrit les actions de la société. Donc, l'associé entend réaliser, percevoir une quote-part des bénéfices. Cette quote-part des bénéfices, il la perçoit sous forme de dividendes si la société décide de distribuer une partie de ses bénéfices. Donc les dividendes sont distribués sur décision de l'Assemblée générale annuelle qui approuve les comptes. Je vous renvoie au cours précédent numéro 4 sur le contrôle des sociétés, à l'occasion duquel on a évoqué cette question de l'approbation des comptes annuels et de l'affectation du résultat. Donc, l'associé perçoit une quote-part des bénéfices. On sait, alors, le dividende perçu est proportionnel au nombre de parts détenues. Grosso modo, et pour simplifier, j'ai 30% du capital. Donc, s'il y a une distribution de dividendes, je perçois 30% des dividendes. En contrepartie de quoi, l'associé doit éventuellement contribuer aux pertes. C'est ce que nous avons vu lors du premier cours. La participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, c'est une des conditions spécifiques du contrat de société. Donc, dès lors que l'associé peut percevoir, participer aux bénéfices, il doit corrélativement participer aux pertes s'il y a des pertes, à hauteur dans les sociétés à responsabilité limitée, à hauteur de sa participation dans le capital. Donc, il peut perdre ce qu'il a investi, mais pas plus dans les sociétés à risque limité. Par contre, ça peut être beaucoup plus grave dans les sociétés civiles ou dans les sociétés en non collectif, par exemple, où là, toutes les dettes de la société peuvent être mises à la charge à titre personnel des associés. Donc, droit au bénéfice, mais corrélativement, l'associé doit participer aux pertes si la société fait des pertes. Donc ça, c'est la première prérogative importante d'un associé. Deuxième prérogative importante, et je dirais presque la plus importante, puisque elle s'applique, je dirais, de manière assez indifférente aux actionnaires importants et aux petits actionnaires, c'est le droit à l'information. Donc le droit à l'information qui concerne évidemment la gestion de la société. Là encore, ce sont des choses que l'on a vues lors du cours précédent, le cours sur le contrôle des sociétés. Donc le droit d'information relatif à la gestion de la société qui est conduite par les dirigeants. Ce droit d'information, il s'exerce de manière privilégiée et principalement à l'occasion de la tenue de l'Assemblée d'approbation des comptes, l'Assemblée annuelle d'approbation des comptes. Donc, droit d'information qui s'exerce principalement à l'occasion de la tenue de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Puisque vous savez, je vous le rappelle, qu'à cette occasion, les dirigeants doivent remettre aux actionnaires, sauf dans les cas où la loi les en dispense, un rapport de gestion. S'il y a des commissaires aux comptes, s'il y a un commissaire aux comptes, il doit aussi lui remettre un rapport général pour informer les actionnaires. Et puis, c'est à l'occasion de la tenue de cette assemblée qu'il y a un contact entre les actionnaires et le dirigeant, et que le dirigeant peut éventuellement répondre aux questions, avoir des échanges avec les actionnaires sur la conduite des affaires sociales, sur les résultats, etc. etc. Donc, c'est à cette occasion que ce droit d'information s'exerce de manière, je dirais, privilégiée et principale, mais on sait aussi que l'actionnaire dispose de moyens pour obtenir,
à d'autres moments de l'année des informations. C'est notamment le droit de consultation permanent que j'avais évoqué la dernière fois, qui porte sur un certain nombre de documents sociaux. Et on avait évoqué aussi la semaine dernière tous les moyens dont dispose un actionnaire pour obtenir des informations si jamais il estime que celles qu'on lui communique ne sont pas suffisantes. Donc je vous renvoie sur ce point au cours numéro 4, au grand 1, paragraphe grand A sur l'information des actionnaires. Donc droit à percevoir une quote-part des bénéfices, droit à l'information, droit d'information. Le dernier droit, la dernière prérogative importante des actionnaires, c'est le droit de vote. Donc le droit de voter à l'occasion de la tenue des assemblées générales ou dans le cadre des décisions collectives, puisque l'assemblée générale fait référence à une assemblée tenue physiquement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc droit de vote lors des assemblées générales ou des décisions collectives des associés ou des actionnaires. Ce d'autant qu'en ce moment, évidemment, compte tenu du contexte, vous imaginez bien que très peu d'assemblées se tiennent physiquement. On commence à voir les premières assemblées des sociétés cotées en bourse, qui en général se tiennent à huis clos et qui permettent à leurs actionnaires d'assister, de visionner la séance par Internet, puisque évidemment, il n'est pas question de rassembler des centaines de personnes dans un même lieu fermé en ce moment. Espérons que ce sera bientôt possible, mais pour le moment, ça n'est pas encore possible. Donc, le droit de voter aux assemblées générales, c'est un droit qui, là encore, est proportionnel au nombre d'actions de parts sociales détenues. On verra tout à l'heure, dans quelques instants, que ce principe de proportionnalité peut être écarté, peut être atténué dans certains cas. Le principe étant que j'ai une action où j'ai une part sociale, je dispose d'un droit de vote. Donc plus j'ai d'actions, plus j'ai de part sociale, plus j'ai de droits de vote. Bon, tout ceci, c'est toujours le même principe de proportionnalité, comme pour les dividendes, comme on l'a déjà vu. Alors, cela étant, comme je vous le disais il y a quelques instants, dans certaines sociétés, ce principe d'une action ou d'une part sociale, un droit de vote, ne s'applique pas. Alors, il s'applique de manière un petit peu différenciée. Alors, on va citer 3 exemples de sociétés dans lesquelles il est possible que ce droit ne s'applique pas de la même façon. C'est tout d'abord dans la société en non collectif. La société en non collectif, le nom s'écrit NOM, société en non collectif, la SNC. Le principe dans cette société est que chaque associé dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient par ailleurs. Donc, dans la société en non collectif, chaque associé dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose par ailleurs. Donc, une voix, quel que soit le nombre de parts sociales, mais ce principe n'est pas un principe impératif, donc il est possible de l'écarter, c'est un principe qui s'applique par défaut, si les statuts ne prévoient pas une autre règle, mais il est possible de l'écarter pour prévoir, pour revenir, je dirais, à un mode de fonctionnement plus classique, c'est-à-dire une part sociale égale un droit de vote. Si on veut revenir à ce mode de fonctionnement plus classique dans la société en non collectif, il faut une clause des statuts qui le prévoit. Dans les sociétés anonymes. Excusez-moi. Oui. Vous pouvez juste répéter. Vous avez, d'après ce que j'ai compris, dans la société en non collectif, c'est une. Enfin, chaque associé a une voix, c'est ça? Oui, ça c'est le principe, mais on peut écarter ce principe. Et revenir à quelque chose de proportionnel, c'est ça? Exactement, hein, c'est-à-dire, mais il faut le prévoir dans les statuts. C'est-à-dire, si on ne prévoit rien dans les statuts, c'est un associé, une voix. Et si on veut revenir à une part sociale, une voix, il faut l'inscrire dans les statuts. D'accord, merci. Je vous en prie. Dans les sociétés anonymes,
il est possible d'attribuer des droits de vote double dans les sociétés anonymes. Il est possible d'attribuer des droits de vote double aux actionnaires, puisque dans les sociétés anonymes, le capital est divisé en actions, donc on a des actionnaires. Donc il est possible d'attribuer des actions à droit de vote double aux actionnaires si ceux-ci détiennent les actions de manière ininterrompue pendant 2 ans, c'est donc une prime à la fidélité. Donc si les actionnaires détiennent leurs actions de manière ininterrompue pendant au moins 2 ans, une durée minimum légale qu'on peut d'ailleurs augmenter. Donc si les actionnaires détiennent leurs titres de manière ininterrompue pendant 2 ans et s'ils détiennent ces actions sous forme nominative. Et s'ils détiennent ces actions sous forme nominative, ça veut dire que la société connaît l'identité des actionnaires. Et le plus souvent, c'est elle qui tient d'ailleurs les registres d'actionnaires, à moins qu'elle ne délègue cette fonction à une banque. Donc, dans les sociétés anonymes, les SA, il est possible d'attribuer aux actionnaires des actions à droit de vote double, des droits de vote double, si les actionnaires détiennent leurs actions de manière ininterrompue depuis au moins 2 ans et qu'ils détiennent leurs titres sous forme nominative. Le contraire de nominatif, c'est au porteur. Quand on détient des actions au porteur, ça veut dire que la société ne connaît pas l'identité de l'actionnaire. Et cette attribution de droit de vote double est même obligatoire depuis une loi de 2014 dans les sociétés cotées sur un marché réglementé. Donc cette attribution de droit de vote double est obligatoire depuis 2014. De mémoire, c'est la loi du 31 juillet 2014, me semble-t-il. Donc, l'attribution de ces droits de vote double, selon les modalités que je viens de vous exposer, c'est-à-dire détention pendant 2 ans de manière ininterrompue et nominative, attribution obligatoire de droits de vote double dans les sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé. Alors, j'aurais pu dire coté en bourse, mais il s'avère en l'occurrence qu'il y a différents marchés et qu'en bourse, et qu'il faut que les actions soient cotées sur un marché réglementé, en l'occurrence Euronext, pour que ce principe s'applique. C'est un peu technique et j'en suis désolé. Donc, dans les sociétés anonymes, possibilité d'attribuer des actions à droit de vote double aux conditions que je vous ai indiquées. Dans les sociétés par actions simplifiées maintenant, c'est la troisième catégorie de sociétés, dans les sociétés par actions simplifiées, donc les SAS, là, on bénéficie d'une liberté encore plus grande puisqu'il est possible soit d'attribuer des actions à droit de vote multiple, sous certaines conditions techniques, il faut créer des actions de préférence. Bon, peu importe, je passe. Il est possible de créer des actions à droit de vote multiple et il est même possible, sous certaines conditions également, de supprimer le droit de vote. Il est même possible de supprimer le droit de vote. Alors, ça ne peut porter que sur une partie simplement du capital. Il faut créer des actions de préférence, etc. Enfin, il y a quelques conditions à satisfaire. Je vous en fais grâce, compte tenu du temps qui nous est imparti. Alors, il y a d'autres possibilités. Par exemple, dans les sociétés anonymes, on peut aussi plafonner le pourcentage de droits de vote. Il y a des sociétés dans lesquelles un actionnaire ne peut pas avoir… chacun des actionnaires ne peuvent pas avoir plus de 2%, 3% des droits de vote, quel que soit le montant du capital qu'ils détiennent par ailleurs. Je crois que Vivendi faisait ça à une époque. Donc, sachez simplement que c'est possible de plafonner le pourcentage de droits de vote de chaque associé. Ça concerne essentiellement, je dirais, les très très grosses sociétés pour éviter des actions malfaisantes de certains actionnaires. À l'inverse, et pour en terminer, dans les SARL, les sociétés à risque limité, sociétés à responsabilité limitée. Donc, dans la SARL, le principe, c'est
une part sociale égale une voix, et là, en revanche, c'est un principe d'ordre public. Donc, dans les SARL, une part sociale égale une voix. On ne peut ni supprimer le droit de vote, ni attribuer des droits de vote doubles ou multiples. Une part sociale égale une voix, c'est un principe d'ordre public. Donc, on ne peut pas déroger à cette règle. Et ce faisant, nous en avons terminé avec le paragraphe grand 1. Le statut juridique des parts sociales et des actions. Et nous commençons le paragraphe grand 2, la cession des parts sociales et des actions. Grand 2, la cession des parts sociales et des actions. Grand 2, la cession des parts sociales et des actions. Nous verrons dans un premier temps, grand A, les modalités de la cession. Et nous verrons ensuite, grand B, les aménagements de la cession. Donc, grand A, les modalités de la cession. Alors, sur ce point, il va nous falloir encore faire une distinction, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, entre les parts sociales et les actions, parce que vous allez constater que le régime juridique et fiscal comporte quelques différences assez majeures. On va commencer, si vous le voulez bien, par les parts sociales, qui peut être un petit 1 si vous voulez. Alors, comment fait-on pour céder des parts sociales? Donc, les parts sociales, ce sont les titres qui composent le capital d'une SARL, société à responsabilité limitée, d'une SNC, société en nom collectif, mais aussi, par exemple, d'une société civile, même si ce type de société ne figure pas à notre programme, c'est aussi les titres qui composent le capital des sociétés en commandite simple, par exemple. Alors, pour céder des parts sociales, il faut établir un contrat de cession de parts sociales. Donc, pour céder des parts sociales, il faut établir un contrat de cession de parts sociales contrat dans lequel on va notamment faire mention du nombre de parts vendues et surtout du prix de vente des parts sociales. Donc, contrat dans lequel on va faire mention du nombre de parts vendues et du prix de vente des parts sociales, puisque ce sont les deux conditions de validité de tout contrat de vente, accord des parties sur la chose et le prix, c'est ce que prévoit le Code civil. Donc, évidemment, il faut insérer dans ce contrat les deux éléments les plus importants de la vente, c'est-à-dire combien de parts, évidemment, les parts de quelle société, il faut rappeler les caractéristiques de la société dont les parts sont cédées, et le prix de cession des parts sociales pour que cette vente soit valable. Donc, on établit un contrat de cession signé par chacune des parties. À la suite de la signature de ce contrat, il va falloir faire enregistrer ce contrat à la recette des impôts. Donc, suite à la signature de ce contrat, il faut procéder à l'enregistrement à la recette des impôts et à cette occasion, on va payer un impôt qui s'appelle le droit d'enregistrement. Donc, à cette occasion, on va payer un impôt qui s'appelle le droit d'enregistrement. Le montant de cet impôt est déterminé en pourcentage du prix de vente. Donc, le droit d'enregistrement est égal à 3% du prix de cession, du prix global de cession des parts sociales. Donc, 3% du prix de cession des parts sociales, étant précisé que pour déterminer la base de calcul de ces 3%, on prend le prix de cession des parts auquel
on applique un abattement de 23 000 € pour 100% des parts sociales. Donc, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur? Je vais non seulement répéter, mais illustrer, mademoiselle, parce que ça, c'est pas simple. Donc, pour calculer ce droit de 3%, on prend le prix de cession des parts et on y applique un abattement qui est de 23 000 € pour 100% des parts. Donc, si vous vendez la totalité du capital d'une SARL, par exemple, vous vendez 100 000 €, pour calculer vos 3%, vous allez prendre le prix de vente, c'est-à-dire 100 000 €, et vous allez soustraire 23 000 € puisque vous cédez la totalité du capital. Donc, vous allez calculer vos 3% sur 100 moins 23 000, c'est-à-dire 77 000 €. Maintenant, si vous vendez la moitié du capital de cette société, considérez que la totalité des actions vaut 100 000 €, hein. Donc, si vous vendez la moitié du capital de la société, vous le vendez donc 100 000 divisé par 2, c'est-à-dire 50 000 €. Eh bien, dans ce cas, je vous ai dit que c'est un abattement de 23 000 € pour 100% du capital. Ça veut dire que si vous vendez la moitié du capital, donc 50 000 €, vous allez enlever non pas 23 000 €, mais 50% de 23 000 €, c'est-à-dire 11 500. Donc, vous allez, dans ce cas, si vous vendez la moitié du capital pour 50 000 €, pour calculer vos 3%, vous faites 50 000 moins 50% de 23 000, c'est-à-dire 11 500, ce qui fait que vous allez calculer vos 3% sur la somme de 38 500 €. De la même façon, si vous vendez un tiers du capital, pour calculer vos 3%, vous allez prendre votre prix, c'est-à-dire 33 334, auquel vous allez soustraire un tiers de 23 000 €, etc., etc. Donc ça va déterminer la base qui va vous permettre de calculer le droit d'enregistrement de 3%. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Normalement, avec les exemples, ça devrait. Donc, droit d'enregistrement de 3% en appliquant un abattement qui est de 23 000 € pour 100% des parts, et un abattement auquel on applique, le cas échéant, le pourcentage du capital qui est cédé s'il n'est pas de 100%. Une fois qu'on a procédé à cet enregistrement, eh bien, il faut également modifier le capital de la société, puisque dans les sociétés dont le capital est composé de parts sociales, c'est une autre différence un peu plus mineure avec les actions, eh bien, dans ces sociétés, il est impératif que la répartition du capital figure dans les statuts. Donc, dans les sociétés dont le capital est composé de parts sociales, la répartition du capital doit figurer dans les statuts. Ce qui fait que lors de toute cession, vous devez modifier les statuts, donc tenir une assemblée des associés qui va modifier les statuts pour y faire mention de la nouvelle répartition du capital qui est issue, qui est la conséquence de la cession de parts qui intervient. Et donc, puisque vous modifiez les statuts, que vous tenez une assemblée, eh bien, il faut évidemment faire une formalité au greffe du tribunal de commerce. Donc, vous allez déposer au greffe du tribunal de commerce la cession de parts et le PV d'assemblée ainsi que les statuts pour que tout ceci puisse être consulté par les non-associés, par toutes les autres personnes, et que tout ceci soit opposable au tiers. Donc, il faut faire une formalité au greffe du tribunal de commerce pour faire la publicité de cette opération. Et enfin, dernière opération, il faut aussi informer la direction de la société. Si, par exemple, le gérant ne figure pas parmi les personnes qui sont parties à l'acte, eh bien, il faut impérativement
envoyer un exemplaire de cette session au siège social et s'assurer que le gérant de la société a bien reçu cette session pour qu'il prenne en compte la modification intervenue. C'est ce qu'on appelle l'opposabilité à la société. Il faut que cette session devienne opposable à la société, qu'elle en prenne connaissance par la voix de son gérant. Et donc, il est impératif que ce gérant soit informé, soit dûment avisé de la réalisation de cette session. Monsieur, ça s'appelle comment, vous avez dit, s'il vous plaît? C'est l'opposabilité à la société. Merci. Alors, en général, il en sera informé de toute façon, puisqu'il y a modification des statuts, donc convocation d'une AG, et celui qui convoque l'AG, c'est le gérant. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est important qu'il ait communication des termes de la transaction, du contrat, pour qu'il sache quelles sont les caractéristiques de la cession. Voilà pour ce qui est de la cession de parts sociales. On va voir maintenant, vous allez voir qu'il y a quelques différences, la cession des actions, donc petit 2 les actions. Alors, lorsqu'on vend des actions, on peut établir un contrat. C'est possible, mais ça n'est pas obligatoire. Ce qui se pratique le plus souvent, c'est qu'on établit un document qui tient sur une page qu'on appelle un ordre de mouvement. Cet ordre de mouvement va comporter le nom des parties et le nombre d'actions cédées. Donc cet ordre de mouvement comporte les caractéristiques de la société, le nombre d'actions cédées, ainsi que les coordonnées des parties. Et il va être accompagné d'un autre document qui est un imprimé CERFA numéro 2759. Imprimé CERFA numéro 2759 que vous trouverez très facilement sur Internet, sans aucune difficulté. Imprimé CERFA 2759 qui va lui contenir, qui va mentionner le prix de la cession. Alors, entre autres, avec les caractéristiques des parties, le nombre d'actions cédées, évidemment, encore une fois, donc toutes les caractéristiques de l'opération, mais aussi le prix de la cession, et c'est cet imprimé qu'on va adresser à la recette des impôts pour accomplir la formalité de l'enregistrement. Avec une copie de l'ordre de mouvement pour que ce soit aussi dans le dossier des impôts. Donc c'est cet imprimé qu'on va adresser à la recette des impôts pour réaliser la formalité de l'enregistrement, et ensuite la recette des impôts va vous retourner de la même façon qu'elle vous retourne un contrat de cession de parts enregistré avec le tampon, mention d'enregistrement. Elle va retourner un imprimé de 1759 avec le coup de tampon, la mention de l'enregistrement, pour qu'on ait bien la preuve qu'on a fait enregistrer la cession. Cette opération donne lieu aussi, comme pour l'enregistrement de cession de parts sociales, donne lieu au paiement d'un droit d'enregistrement, mais ce droit d'enregistrement est beaucoup plus faible dans ce cas, puisqu'il est de 0,1% du prix de cession des actions. Donc 0,1% du prix de cession des actions. C'est 30 fois moins. Et ne me demandez pas d'explication, je ne suis pas en mesure de vous la fournir, et je doute que quiconque le puisse d'ailleurs. Alors, la différence est importante, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on envisage une opération de vente, d'achat plus exactement, puisque c'est l'acquéreur qui paye les droits d'enregistrement, ce n'est pas le vendeur, c'est l'acquéreur qui paye les droits d'enregistrement. Donc, lorsqu'on envisage d'acheter, par exemple, une société qui est sous forme de SARL, on va demander au vendeur, quitte à prendre en charge les honoraires y afférents, on va demander au vendeur de transformer cette société en société par action, c'est-à-dire le plus souvent en SAS, société par action simplifiée, et on vend ensuite les actions de la société par action simplifiée parce qu'on économise, on peut économiser, surtout si le prix est important, un montant substantiel
de droit d'enregistrement. Voilà pour la cession des parts sociales, voilà pour la cession des actions. Dernier point dans ce paragraphe grand A, c'est un petit 3, la garantie d'actifs et de passifs. Petit 3, la garantie d'actifs et de passifs. Petit 3, la garantie d'actifs et de passifs. Alors, qu'est-ce que c'est que la garantie d'actifs et de passifs? C'est un contrat que l'on rédige et qu'on signe en marge des actes de cession proprement dit. C'est un contrat que l'on signe en marge des actes de cession de parts ou d'actions proprement dit. On signe ce contrat lorsqu'on acquiert le contrôle d'une société et a fortiori 100% du capital, mais au moins le contrôle d'une société lorsqu'il y a cession de contrôle. Alors pourquoi est-ce qu'on rédige et qu'on établit ce contrat? Eh bien, c'est pour protéger l'acheteur contre l'apparition d'un passif nouveau ou contre la diminution de la valeur d'un actif, donc protéger l'acquéreur contre l'apparition d'un passif nouveau ou la diminution de la valeur d'un actif. Donc, passif nouveau ou diminution qui apparaissent après l'opération d'acquisition, mais dont l'origine est antérieure à l'acquisition. Donc, je répète, ce contrat est conclu pour protéger l'acheteur contre la survenance d'un passif nouveau ou la diminution de la valeur d'un actif qui donc se manifeste postérieurement à la cession, mais dont l'origine est antérieure à la cession. Alors, puisqu'on en prend connaissance après la cession, bien évidemment, on n'en a pas tenu compte dans la fixation du prix, et c'est bien là tout le problème, c'est qu'en réalité, l'acheteur achète des actions ou des parts sociales sans savoir, et le vendeur souvent ne le sait pas plus d'ailleurs, sans savoir qu'en fait, il y a un nouveau passif qui va apparaître après, ou sans savoir que pour des causes dont on n'a pas encore connaissance, mais qui se sont déroulées, eh bien, il y a un actif dont la valeur va diminuer après la cession. Je vous donne un exemple qui est très classique. On achète une société aujourd'hui, par exemple, 8 mars 2021, et puis quelques jours après, l'acquéreur reçoit une notification de contrôle, une vérification de la part des services fiscaux sur les 3 derniers exercices, 2018, 2019, 2020, comme le fisc a le droit de le faire d'ailleurs. Et puis, suite à cette vérification, il y a un redressement fiscal. Eh bien, le redressement, il est connu après la cession, tant de la part de l'acquéreur que de la part du vendeur d'ailleurs, mais il a son origine antérieurement à la cession. Donc, on ne pouvait pas le savoir puisque au moment où on a signé la vente, on ne saurait pas qu'il y a un contrôle fiscal. Et ce contrôle fiscal portant sur les exercices antérieurs à la cession, s'il y a redressement, évidemment, ça va créer un passif nouveau. Si on en avait eu connaissance au moment de l'opération, évidemment, on en aurait tenu compte pour la fixation du prix, mais on n'en avait pas connaissance, donc on n'a pas pu en tenir compte pour la cession du prix. Et la loi ne protège pas l'acquéreur dans ce genre de circonstances. La loi ne protège pas l'acquéreur dans ce genre de circonstances. La loi protège l'acquéreur, par exemple, lorsque le vendeur a connaissance de ce passif nouveau
et qu'il ne le dit pas et qu'il le cache à l'acquéreur. Alors là, la loi protège l'acquéreur, puisque ça s'appelle un dol, on l'a déjà vu, ou plus exactement une réticence dolosive, et dans ce cas, l'acquéreur a la possibilité soit d'obtenir la nullité de la vente, soit, à son choix, des dommages et intérêts, mais encore faut-il qu'il prouve l'élément intentionnel, et c'est pour ça que la réalité d'un dol est très difficile à établir. Il faut qu'il prouve qu'il y avait une volonté du vendeur de cacher cette information à l'acquéreur. Alors que quand on signe une garantie d'actifs et de passifs, là, on n'a pas à montrer, à prouver l'existence d'une volonté de la part du vendeur de cacher l'information. Il suffit que cette information ait été inconnue de l'un et de l'autre, que son origine soit antérieure à la cession, mais qu'elle se manifeste postérieurement à la cession. Dès lors que ces conditions sont réunies, et dès lors qu'un contrat de garantie d'actifs et de passifs a été signé, l'acquéreur peut demander au vendeur le remboursement de cette dette nouvelle ou l'indemnisation de la diminution d'actifs qui se serait manifestée postérieurement à l'acquisition, mais dont l'origine serait antérieure à l'acquisition. Voilà, donc la signature de ce type de contrat de garantie d'actifs et de passifs, c'est très classique lorsqu'on achète une société. Maintenant, c'est quasi systématique. En général, on se protège par rapport au délai de prescription, c'est-à-dire souvent sur les 3, 4, voire 5 dernières années. Ça dépend des délais de reprise en matière sociale, en matière fiscale, en matière de droit des sociétés, etc. Voilà pour le grand A consacré aux modalités de la cession. Et on va maintenant, pour en terminer, aborder le grand B, les aménagements de la cession. Grand B, les aménagements de la cession. Grand B, les aménagements de la cession. Alors, on va revenir un petit peu en arrière lorsque je vous indiquais quelle était la différence entre des parts sociales et des actions. Je vous disais les actions sont librement cessibles, en tout cas en vertu de la loi. La loi n'impose pas de restriction à la liberté de cession des actions, que ce soit entre associés ou au profit de personnes qui ne sont pas associées. En revanche, vous disais-je tout à l'heure, en revanche, lorsqu'on cède des parts sociales, les réglementations spécifiques à chacune des sociétés dont le capital est composé de parts sociales, ces réglementations prévoient invariablement l'obligation d'obtenir l'accord des autres associés lorsque ces cessions de parts sociales sont faites au profit de tiers. C'est ce qu'on appelle la procédure d'agrément. Donc, il faut l'agrément des autres associés lorsqu'on cède des parts sociales à une personne qui n'a pas encore la qualité d'associé. Donc, c'est la procédure d'agrément. Alors, il est tout à fait possible d'étendre le champ d'application de cette procédure d'agrément. Il est tout à fait possible d'étendre le champ d'application de cette procédure d'agrément. Il est possible de l'étendre soit dans les statuts, c'est-à-dire dans le contrat de société. Donc, il est possible de l'étendre dans les statuts, c'est-à-dire dans le contrat de société. Alors, s'agissant des parts sociales, puisque le principe de l'agrément existe déjà, dans ce cas-là, on peut l'étendre aux cessions entre associés. Les statuts peuvent prévoir que la procédure d'agrément qui est applicable pour des cessions à des tiers est également applicable à des cessions réalisées entre associés, par exemple. Alors, ça peut être prévu dans les statuts. Ça peut aussi être prévu dans un contrat que l'on signe parfois en marge des statuts, qu'on appelle un pacte d'actionnaires.
Donc, on peut prévoir une extension dans les sociétés dont le capital est composé de parts sociales, une extension de l'application de cette procédure d'agrément, soit dans les statuts, c'est-à-dire dans le contrat de société, soit éventuellement dans un acte distinct des statuts, un contrat distinct des statuts signé par les associés ou éventuellement par certains d'entre eux d'ailleurs, seulement, qu'on appelle un pacte d'actionnaires. L'intérêt d'un pacte d'actionnaires par rapport au statut, c'est que c'est un contrat qui n'est pas public. Les statuts, en revanche, sont toujours publics, c'est-à-dire que quand on constitue la société, on dépose les statuts au greffe. Quand on modifie les statuts, on doit déposer les statuts modifiés au greffe. Donc, les tiers peuvent toujours avoir connaissance du contenu des statuts. Si on ne souhaite pas que certaines dispositions soient connues des tiers, on peut signer un autre contrat, c'est d'ailleurs assez fréquent dans les sociétés, qui s'appelle un pacte d'actionnaires dans lequel on insère les règles que l'on souhaite édicter, mais sans que les tiers en aient connaissance. Et d'ailleurs, le pacte d'actionnaires, ça peut concerner soit tous les associés, soit une partie simplement des associés. Il peut, le cas échéant d'ailleurs, y avoir plusieurs pactes, certains entre certains associés, d'autres entre d'autres associés. Bref, la liberté dans ce domaine est totale. Il faut juste veiller à ne pas s'en mêler les pinceaux si on signe plusieurs pactes, veiller à l'application, ce qui est d'ailleurs assez peu fréquent. En général, il y a un seul pacte. Il est très très rare que plusieurs pactes soient conclus, même si c'est possible. Donc, dans les sociétés dont le capital est composé de parts sociales, possibilité d'étendre la procédure d'agrément, par exemple, à des cessions entre associés. Dans le capital, dans les sociétés dont le capital est composé d'actions, là, on peut instituer une procédure d'agrément, créer une procédure d'agrément, puisque la loi ne le prévoit pas. Encore une fois, soit dans les statuts, soit dans un pacte d'actionnaires. Donc, on peut créer une procédure d'agrément et on en définit évidemment librement l'étendue, c'est-à-dire que cette procédure d'agrément peut s'appliquer soit en cas de cession d'actions à des tiers, soit en cas de cession d'actions à des tiers et entre associés, éventuellement des conjoints, des enfants, etc. Enfin bref, on définit très largement le champ d'application de la procédure d'agrément si on décide d'en créer une dans les sociétés dont le capital est divisé en actions. Cet agrément, on le retrouve maintenant de manière assez classique, y compris dans les sociétés par action, souvent dans les statuts. Il est rare que d'ailleurs dans toutes les sociétés que je constitue, il y a systématiquement une procédure d'agrément, ce qui permet de contrôler les variations de l'actionnariat. Et dans tous les statuts que je vois, il est de même très fréquent que figure cette clause d'agrément, y compris dans les sociétés dont le capital est divisé en actions. Alors, ça, c'est un premier aménagement de la cession, une restriction des possibilités de céder. On trouve d'autres clauses qui peuvent aussi réguler, limiter un petit peu la capacité de céder, contrôler les cessions. La deuxième clause que l'on trouve le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la clause de préemption. La clause de préemption, c'est une clause qui instaure un droit de priorité lorsqu'un associé souhaite céder ses actions ou ses parts. La clause de préemption est une clause qui instaure un droit de priorité au profit des associés actuels. Donc, cette clause de préemption crée un droit de priorité au profit des associés actuels, c'est-à-dire que si un des actionnaires ou un des associés envisage de céder ses parts ou ses actions à un tiers, et si dans les statuts ou dans un pacte, parce que de la même façon ça peut être dans les statuts ou dans le pacte, si les statuts ou le pacte contiennent une clause de préemption, eh bien l'associé cédant devra obligatoirement, avant de conclure, le cas échéant, la cession avec le tiers avec lequel il s'est mis d'accord, il devra d'abord proposer les actions qu'il envisage de céder aux autres associés. Donc, il devra proposer les actions qu'il envisage de céder aux autres associés, et ce, sous peine de nullité de la cession si la clause de préemption figure dans les statuts d'une SAS d'ailleurs, c'est le seul cas, mais dans ce cas-là, en cas de non-respect, c'est la nullité qui est encourue. C'est possible dans les autres cas, mais les conditions sont beaucoup plus difficiles à réunir.
Donc, cette clause de préemption oblige l'associé qui souhaite céder ses actions à un tiers à proposer d'abord ces actions aux autres associés qui ont donc la possibilité, pas l'obligation, mais la possibilité d'acheter ces actions à la place du tiers qui est le cessionnaire envisagé. Et ça n'est que si les associés ne sont pas intéressés ou n'acquièrent pas, alors là ça dépend après de la rédaction et des aménagements de la clause, mais en général on dit que si toutes les actions cédées ne sont pas achetées par les associés, ou si certains seulement se manifestent et n'achètent qu'une partie des actions, alors l'associé cédant a le droit de céder la totalité des actions au tiers. Donc ça n'est que si les autres associés n'achètent pas la totalité des actions, ou s'ils décident de ne pas donner suite à cette proposition, de ne pas exercer leur droit de priorité, ça n'est qu'à ce moment-là que l'associé peut envisager de céder ses actions au tiers, mais attention, parce que dans les sociétés où il y a aussi un agrément, alors l'agrément va s'appliquer après la préemption. Souvent, ça se cumule, les deux se cumulent. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est la préemption qui joue. Donc l'associé qui envisage de céder doit d'abord proposer les actions aux autres associés. Et dans l'hypothèse où les autres associés n'achètent pas, ou les actions n'achètent pas toutes les actions, il doit ensuite respecter la procédure d'agrément, c'est-à-dire demander aux autres associés s'ils acceptent que le nouvel associé rentre dans le capital et acquiert les actions. Donc il y a une double sécurité lorsqu'on prévoit à la fois une clause de préemption et à la fois une clause d'agrément. D'abord la préemption, et en cas de refus des associés d'acheter, ensuite la clause d'agrément, c'est-à-dire acceptez-vous que cette personne rentre dans le capital de la société. Donc là, quand on a les deux clauses, on a vraiment, je dirais, les moyens de contrôler de manière extrêmement stricte les variations du capital au sein d'une société, sachant que la préemption peut s'appliquer en cas de cession à un tiers, mais elle peut aussi s'appliquer, là ça dépend de la rédaction de la clause, elle peut aussi s'appliquer en cas de vente à un autre associé. Il existe une troisième clause dont je souhaiterais vous parler. Alors, il y a beaucoup de possibilités, hein, parce que la pratique a créé beaucoup de clauses comme ça qui permettent de contrôler un peu les cessions. Il y a une autre clause dont je souhaiterais vous parler, parce que l'heure avance et on arrive quasiment au terme maintenant de ce cours, c'est la clause de sortie commune. La clause de sortie commune, elle est prévue beaucoup plus souvent dans un pacte d'associés que dans les statuts. Donc cette clause de sortie commune, elle est prévue beaucoup plus fréquemment dans un pacte d'associés plutôt que dans les statuts. Son objet est d'obliger les actionnaires minoritaires à céder leurs actions en même temps que le majoritaire si celui-ci décide de vendre sa participation. Donc, l'objet de la clause de sortie commune, c'est d'obliger les actionnaires minoritaires à vendre leurs actions en même temps que le majoritaire si celui-ci décide de vendre sa participation. Alors vous allez me dire, c'est une idée extrêmement bizarre. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à obliger des minoritaires à vendre leur participation en même temps que le majoritaire? Après tout, s'ils veulent rester, c'est leur droit. Oui, à ceci près que quand on achète une société, souvent, on achète 100% du capital. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des minoritaires qu'on ne connaît pas et qui peuvent, le cas échéant, exercer des droits dont ils disposent pour contrôler la gestion, etc., être belliqueux. Quand on achète 100%. Et donc, quand on veut vendre, il faut vendre 100%. Donc, dès lors qu'on n'a pas 100%, il est de bon ton de prévoir dans le pacte que si le majoritaire décide de vendre sa participation, eh bien, les minoritaires devront le suivre de telle sorte que la cession puisse avoir lieu. Ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, pour les minoritaires, est un avantage assez substantiel.
Parce que d'abord, ça leur assure une liquidité de leurs titres. Il ne faut pas oublier que la majorité des sociétés ne sont pas cotées. Hein, donc, quand vous voulez vendre vos actions, il faut que vous trouviez quelqu'un qui accepte de vous les acheter. Et donc, ça permet aux minoritaires d'avoir une occasion de vendre leurs titres, ce qui parfois peut être une excellente chose pour eux, hein, parce que ça permet d'encaisser le prix de vente. Et surtout, ça leur permet de vendre au même prix que le majoritaire. Donc, non seulement ça leur permet de vendre leurs actions, ce qui déjà est un avantage, mais en plus, ça leur permet de vendre leurs actions au même prix que le majoritaire, ce qui est un avantage parce que quand on a 5% du capital d'une société, on ne le vend pas le même prix que 60%. La valeur par action n'est pas la même parce que quand on a 5%, on a beaucoup moins de droits que quand on a 60%. Quand on a 60%, on contrôle. Alors, quand on a 5%, on ne contrôle pas grand-chose. On a quelques droits de minoritaires à exercer, mais c'est tout. Et donc, la valeur unitaire d'une action de quelqu'un qui a 60% du capital, elle est plus élevée que la valeur d'une action de quelqu'un qui a 5%. Or, dans ce cas, le cas de la clause de sortie commune, le 5%, il va avoir le droit, en vertu de l'application de cette clause, de vendre sa petite participation minoritaire au même prix que celui dont bénéficie l'actionnaire majoritaire. Donc, c'est très avantageux. Et c'est la raison pour laquelle on trouve aussi, en général, dans les statuts, la clause inverse, qui est non pas la clause de sortie commune, mais le droit de sortie commune. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est le droit pour un minoritaire de demander à sortir en même temps que le majoritaire. Donc, en général, on trouve les deux, hein, c'est-à-dire la clause de sortie, l'obligation de sortie commune, c'est-à-dire je suis majoritaire, je vends, vous les minoritaires, vous êtes obligés de vendre en même temps que moi, mais il y a aussi la réciproque, c'est que le droit de sortie commune, qui est une autre clause, en vertu duquel un minoritaire peut demander à sortir en même temps que le majoritaire et au même prix si le majoritaire vend ses actions. Donc, clause de sortie commune, obligation de sortie commune, mais aussi droit de sortie commune, ou droit de sortie conjointe. C'est plus exactement comme ça qu'on appelle ce type de clause, c'est droit de sortie conjointe. Et c'est ainsi que s'achève ce cours